Quand on nous parle de développement, quand on nous parle des pays du tiers-monde, quand on nous parle des pays émergents, tout ce discours n'a jamais été élaboré par nous. Jamais. Vous prenez le terme développement. C'est Harry Truman, président des États-Unis, qui pour la première fois va le faire entendre sur l'international le 20 janvier 1949 dans son discours d'investiture à Washington DC. 20 janvier 1949. Avant cela, on n'avait pas entendu parler de développement. Il va parler, lui, du sous-développement que les États-Unis sont prêts à éradiquer en aidant les pays pauvres à aller vers la lumière et vers la richesse. Je vous dis qu'en relations internationales, il n'y a pas de philanthropie. Il n'y a pas d'humanisme et d'humanité comme ça, pour rien. Or, c'est la première fois qu'on entend parler du sous-développement et du développement. Quand on entend parler du tiers-monde, encore, ce n'est pas les Africains qui ont inventé ce concept. Le tiers-monde est un concept qui a été pour la première fois présenté et articulé par l'économiste démographe Alfred Sauvy en 1952. Vous prenez un autre concept qu'on appelle les pays émergents. Là encore, les Africains ne l'ont pas inventé. Pays émergents, c'est une expression utilisée pour la première fois par Antoine Akmael. Akmael, ça s'écrit A-G-T-M-A-E-L. Antoine Akmael. A-G-T-M-A-E-L. Économiste néerlandais, c'est-à-dire hollandais, qui travaille à la Société financière internationale, SFI, donc qui relève de la Banque mondiale. Donc c'est un concept encore de la Banque mondiale et du FMI. Et quand on parle des programmes d'ajustement structurel, parce que c'est dans tout ceci que nous évoluons, c'est dans ce concept que nous évoluons, ces différents concepts que nous répétons à longueur de journée. Programme d'ajustement structurel est un terme dérivé de l'anglais Structural Adjustment Programs, qui désigne la mise en place des réformes économiques, mais écoutez-moi bien, préconisées par la Banque mondiale pour sortir les pays qui en font usage de la crise économique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la remarque centrale qu'on peut tirer de tout ceci, c'est que nous évoluons dans un univers que nous n'avons pas créé, que nous n'avons pas imaginé et que nous n'avons pas conçu. Et ceux qui inventent ces approches ne connaissent pratiquement rien de l'Afrique. Pratiquement rien. Et ils espèrent qu'avec le contexte qui est chez eux, ce qui marche chez eux va également fonctionner chez nous. Et là se trouve tout le problème, parce que ce n'est pas le cas. Je vous donne un exemple simple. Quand vous prenez la Banque mondiale et le FMI, on vous dit « est pauvre toute personne qui a 2 $ et qui vit de 2 $ par jour ». C'est bien cela. Est très pauvre toute personne qui a 1 $ par jour et qui vit avec. Mais dans nos villages, personne n'a 2 $ par jour. Personne n'a 1 $ par jour. Comment vivons-nous? Par une toute autre logique. La logique de solidarité culturelle économique. C'est-à-dire le troc. Moi j'ai une chèvre, vous avez un régime de plantain, on échange. Moi j'ai des ignames, vous avez un coq ou une poule, on échange. C'est comme ça que vivent 90% des ruraux africains aujourd'hui. Or, par rapport à la Banque mondiale, ces personnes n'existent pas dans leur typologie, n'existent pas dans leur analyse. Et donc, cette analyse, cette approche de la Banque mondiale est totalement fausse par rapport à nos réalités.
Voilà pourquoi je dis, il faut que nous, les Africains, nous nous réveillions et que nous présentions des schémas d'analyse qui correspondent à nos réalités. Parce que pour la Banque mondiale, ce que je viens de décrire, ce sont des zombies, c'est des morts vivants, c'est des gens qui n'existent pas. Parce que ce n'est pas dans leur typologie, c'est-à-dire dans leur classement. Ça, c'est un exemple, il y en a comme ça des dizaines. C'est très important de comprendre cela. Alors, il va falloir que je termine. Je terminerai par quelques éléments d'explication. J'ai pas été, parce que je suis bavard, donc j'ai pas développé l'autre aspect qui est important, qui est celui de la d'économie théorique. Donc dans tous les manuels d'économie, on apprend que la science économique mathématique a démontré que la loi de l'offre et de la demande de la libre concurrence réalisée sur tous les marchés permet une allocation optimale des ressources, figurez-vous, et permet le retour automatique vers l'équilibre en cas de problème. Et donc c'est le courant d'analyse économique qui est redevenu dominant. Il ne l'a pas toujours été, il avait cessé de l'être justement à partir des années 20-30, qui est redevenu dominant depuis les années 80. Ce qui est frappant là-dedans, c'est que, d'abord, si c'était vrai qu'il y a une théorie économique mathématique qui a pu apporter cette démonstration-là, ce serait intéressant. Comme résultat même de théorie abstraite, ce serait intéressant. Après, on peut toujours dire c'est abstrait, etc. Bon, très bien. Mais le pire, le plus drôle, c'est pour ça que, on est dans l'absurdité. Le pire, c'est qu'en fait, l'histoire des 100 dernières années de la théorie économique, et je ne vous parle pas de la théorie économique marxiste, vraiment radicalement hétérodoxe, non, dans le corps de la science économique non marxiste. Voilà. La science économique anglo-saxonne, si vous voulez. Voilà. En fait, 100 ans d'histoire de cette science économique, c'est quoi ? Depuis la fin du 19e siècle où a été développée la première théorie de l'équilibre général automatique des marchés grâce à la flexibilité des prix, eh bien les 100 ans qui ont suivi, c'est 100 ans dans lesquels il y a eu énormément de développement de cette science mathématique pour travailler sur ce sujet. Dans quelles conditions un système de marché parfait de concurrence peut assurer l'équilibre, assurer l'allocation efficace des ressources, etc. Et bien dans ces 100 ans de recherche, il n'y a eu que des travaux qui n'ont cessé d'apporter que des démonstrations, que, il pouvait pas... d'abord, le modèle lui-même était une abstraction pure qui était irréalisable dans la réalité, le modèle d'un simple marché parfaitement concurrentiel, etc., que c'était impossible à réaliser dans la réalité, mais que, peu importe, admettons, comme hypothèse, que même si on pouvait avoir des marchés qui soient parfaitement concurrentiels au sens de la théorie économique, eh bien, il n'y avait pas de loi de l'offre ni de loi de la demande. C'est-à-dire que l'idée simplement que l'offre est croissante en fonction du prix, la demande est décroissante en fonction du prix, il n'y a qu'à croiser les deux, on a un prix d'équilibre. Ça marche pour un seul bien quand il y a juste deux personnes qui discutent le prix du kilo de tomates dans l'épicier en bas de la rue. Dès qu'il y a un grand nombre d'acteurs, enfin plus de 2 ou 3, et qu'il y a plus qu'un seul produit et plus qu'un seul consommateur, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mathématiquement démontrer qu'il y a une loi de l'offre et de la demande, etc. Que tout ça est faux mathématiquement. C'est-à-dire que même la théorie est totalement fausse. C'est-à-dire qu'il est impossible mathématiquement de démontrer, qu'il y a un équilibre de marché, a fortiori un équilibre général des marchés. Et il y a même eu des théorèmes extraordinaires qui ont démontré qu'en admettant même que toutes les conditions totalement absurdes et abstraites soient réalisées pour que puisse exister un équilibre général de marché parfaitement concurrentiel, eh bien, dès qu'il y a le moindre choc, eh bien, à ce moment-là, on ne peut absolument plus garantir qu'il y aura un retour automatique à l'équilibre. Bref. Donc, c'est une théorie qui a elle-même démontré sa fausseté et son inanité et sa stupidité. Eh bien, néanmoins, depuis 30 ans, ça représente 80 à 90% du corpus élémentaire d'enseignement de la science économique dans les facultés de France, de Navarre et du monde entier. Et là encore, je termine là-dessus, ça n'est pas parce que ces universitaires que je côtoie et j'en connais, y compris proches, sont des gens qui tirent un quelconque profit personnel de cela, c'est que ce sont des espèces de théologiens
fous, obscurantistes, qui sont dans leur monde et qui croient vraiment à leur religion économique du marché et qui croient vraiment à leur belle théorie, qui croient vraiment que c'est ça la science, c'est-à-dire qui ont déraillé intellectuellement, c'est-à-dire qui véritablement on est confronté à un phénomène d'effondrement de l'entendement et pas du tout à un phénomène de mobilisation d'intérêts cyniques. Et je termine vraiment là-dessus pour dire pourquoi c'est important, pour dire bah, oui c'est intéressant prendre en compte qu'il y a des choses peuvent s'expliquer aussi par la bêtise généralisée des élites, mais aussi des électeurs qui font un certain nombre de choix. Pourquoi c'est important? Et ça a une conséquence politique, et c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est que moi, tout mon travail, c'est d'essayer de m'efforcer de comprendre les problèmes pour essayer d'expliquer à mes concitoyens comment, face à une société, à des systèmes dans l'impasse, eh bien, il y a d'autres politiques possibles, d'autres manières d'organiser les systèmes pour que ça se passe mieux. L'expérience de l'histoire est que jamais une société qui est dans l'impasse d'un système fou et de politique débile ne s'en sort autrement qu'à l'issue d'une grande crise, d'une guerre ou d'un désastre. Il n'est jamais arrivé que ça passe par le vote démocratique parce que tout d'un coup, il y a une masse de citoyens éclairés qui se sont mis à lire, à s'informer, à s'éduquer, à discuter ensemble, à se mobiliser et qui font que tout d'un coup, ils ont identifié, oui, il y a d'autres solutions, donc on va voter pour la meilleure solution. Ça s'est jamais pas. Je souhaite que ça se passe un jour comme ça. Ça s'est jamais passé comme ça dans l'histoire. Mais finalement, il y a un désastre, il y a une guerre, il y a une grande crise, patatrac, tout s'effondre, et puis après, ça liquide une partie des élites anciennes, de la classe politique. Parfois, ça arrive souvent, il y a une nouvelle génération, il y a des reconstructeurs qui tiennent compte des erreurs du passé, et qui bricolent, qui essaient de bricoler autre chose. Et le progrès peut repartir. On recommence à tenir compte des erreurs, on dit après tout, c'est ce qu'on a fait dans les années 45-50, on a commencé à essayer de faire un peu autrement que ce qu'on avait fait avant. Et donc on repense à un système économique plus coopératif, autre chose, un rôle plus équilibré entre l'État et le marché. Bon, très bien, allez-y Coco. Bon. Et ça recommence. Seulement c'est reparti, 30 ans après, ces reconstructeurs ils sont morts ou ils sont à la retraite, et il y a une nouvelle génération d'abrutis qui n'a pas connu les expériences de cela, et qui nous ressort les mêmes âneries qui ont provoqué la grande crise des années 30, qui ont provoqué l'effondrement de la civilisation européenne dans les années 30. Et il y a toute une génération d'abrutis qui nous redisent les mêmes choses qu'avant, qui nous reproposent exactement les mêmes solutions, les mêmes politiques, qui redeviennent dominants, qui ont remis le système économique sur la voie de la folie totale, avec en plus cette fois-ci une perspective de destruction de l'écosystème qui est bien plus grave. Et donc ma question est la suivante. Quel est mon rôle ? Expliquer à nouveau quel est l'autre système, l'autre politique? Ça, on l'a déjà fait. C'est pas ça le problème. C'est que quand, à l'issue d'élections, je l'espère, j'y crois pas. Et pourquoi pas? J'y travaille. Mais à l'issue, je crois plus probablement d'une grande catastrophe, d'un grand effondrement économique en Europe, voire pire. Viendra cette génération des reconstructeurs. Eh bien, je crois que notre rôle, le rôle des militants aujourd'hui, parce qu'eux sont les citoyens intelligents qui s'informent, et le rôle des intellectuels qui travaillent, c'est pas seulement de désigner les bonnes réformes et les bonnes politiques, etc. Je m'en fiche. Je sais que les gens qui arriveront après seront capables de trouver des meilleures politiques et des meilleurs systèmes. Mais il y a le truc qu'ils vont oublier, qui me fait peur, fort de cette expérience et de mon travail. C'est qu'ils vont oublier de se poser la question, qu'est-ce qui nous garantit que dans les 25 ans ou les 30 ans qui viennent, on ne va pas avoir à nouveau une génération d'abrutis, c'est-à-dire pas de citoyens éclairés, mais d'abrutis qui redéferont tout ce qu'on a fait. C'est pour ça que c'est important de comprendre que tout ne se joue pas dans des histoires de pouvoir et d'intérêts cyniques, d'intérêts économiques, que beaucoup se joue dans la bêtise des gens, dans la bêtise des élites, dans la bêtise de ceux qui les écoutent, qui n'ont pas d'esprit critique, qui ne s'informent pas, dans la bêtise des faux citoyens qui ne se comportent pas en citoyens. Et donc si on n'inclut pas dans notre projet de réforme politique une volonté et une politique délibérée d'éducation à l'intelligence citoyenne dès la maternelle, c'est-à-dire de faire comprendre que l'intelligence n'est pas un réflexe. L'intelligence n'est pas un réflexe. Notre pensée réflexe, je l'explique aussi dans le livre, c'est une pensée de bête qui a été sélectionnée par l'évolution de l'espèce humaine pour la réussite dans la reproduction, la compétition sociale et pour la survie. Pour être intelligent, il faut faire un travail de réflexion, il faut y avoir été éduqué, il faut avoir été entraîné, il faut avoir des instituteurs et des professeurs qui expliquent aux enfants, attention, si vous ne faites pas un effort pour vous poser, pour réfléchir, pour vous déstresser, pour discuter entre vous,
pour réfléchir, vous allez être des idiots. Comme moi-même, votre professeur, je suis souvent un idiot dès que je ne réfléchis pas. Si on ne met pas en garde une génération entière et qu'on ne lui apprend pas l'intelligence critique, la pratique de la discussion argumentée, parce que c'est de la discussion argumentée avec d'autres que naît l'intelligence collective. Autrement dit, si on ne fabrique pas un peuple de citoyens informés, éclairés, à l'esprit critique, qui ne s'en laisse pas compter, qui veut débattre, qui veut contrôler le politique, alors on aura œuvré pour rien. C'est-à-dire qu'éventuellement on pourra avoir un meilleur système ou de bonnes politiques à nouveau pour 20 à 25 ans. Ce sera bien pour cette génération bénie, mais ça n'aura pas fait avancer l'histoire. Lui, je vais passer vite parce que je vous en ai déjà parlé. Vous avez dû le voir sur le net, mais j'insiste parce que c'est un très bon bouquin. L'imposture économique. Steve Keen, un Australien, un hétérodoxe, qui démontre, donc l'imposture économique, qui démontre l'inanité, donc la sottise, des thèses libérales, des soi-disant lois. Vous savez, les lois. Les lois économiques, elles nous sont présentées comme tombant du ciel, comme inévitables, éternelles, intemporelles, la loi de l'offre et la demande, ou la loi de l'efficience des marchés. Toutes ces lois, il n'y en a pas une qui résiste, hein, toutes les lois, entre guillemets, toutes les soi-disant lois économiques, en fonction desquelles il faudrait l'austérité, il faudrait rembourser les dettes, etc. Toutes ces lois ont été scientifiquement, méthodiquement démontées, discréditées, détruites, ridiculisées par des libéraux, par des prix Nobel, par les plus grands libéraux. On les a. Alors, il n'y a pas un libéral qui a tout détruit, mais chaque libéral, sur chaque loi, il y a des libéraux éminents qui ont démontré noir sur blanc que cette loi, vous ne pouvez pas compter dessus, c'était absolument pas une loi. Et c'est pas un livre qui est fait pour des techniciens, c'est un livre qui est fait pour nous. Il est fait pour les citoyens. Il a fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de maths, très peu de maths, pratiquement pas de maths. C'est expliqué en français pour que tout le monde comprenne. C'est un livre qui est fait pour nous, ça. Pour être capable de mener une discussion avec un employé de banque, parce que les éditorialistes, ceux qui passent à la télé ou à la radio pour nous expliquer ce qui doit être en économie, c'est tous des employés de banque. Hein. Les Pastré et compagnie, c'est Jean-Hervé Lorenzi, tous ces gens-là travaillent pour les banques. Et on oublie de vous le dire, on vous dit il est professeur, mais on vous oublie de dire qu'il est professeur et employé de banque. Installé dans le monde entier, mais en fait, nous sommes victimes tous d'un gigantesque mensonge. Le système monétaire actuel n'est pas du tout ce qu'on croit qu'il est. Et l'initiative monnaie pleine, par opposition à une monnaie vide, nous voulons simplement que le système soit exactement ce qui correspond à ce que les gens croient que le système monétaire est, qu'il n'est pas. Le système monétaire actuellement est un système monétaire vide. Donc je vous dis en tant que spécialiste, le système est mauvais par essence dans le monde entier actuellement, il y a de très rares exceptions. Alors le système monétaire redeviendra compréhensible pour les citoyennes et les citoyens, parce que le système monétaire actuel, c'est un nuage de fumée. Hein, ils emploient des mots compliqués, la conjoncture, mais c'est tout pour vous noyer le poisson, pour vous intoxiquer. On est tous intoxiqués. Moi, j'ai presque fait une dépression quand j'ai compris comment ça marchait. Donc, quand vous comprendrez ce que je vous dis, mais c'est grotesque. On vit un système grotesque. Donc, avec la monnaie pleine, l'argent sera comme des dépôts de titres actuellement. Ce sera notre argent et pas le leur, parce qu'ils en font ce qu'ils veulent. Puis ils le prêtent plusieurs fois. Vous savez, une voiture, on peut la prêter qu'une fois. L'argent, il y en a des moralistes qui disent on ne peut pas prêter deux fois la même chose. Mais ils prêtent 1000 fois la même chose. C'est des symboles, et puis ils prêtent qu'aux riches, hein, les pauvres. Ou bien ils prêtent juste pour vous maintenir la bouche hors de l'eau, puis vous devez rembourser. Vous savez qu'à l'époque Carter, les taux d'intérêt étaient au-dessus de 21%, prime rate.
À 10%, si vous faites le jeu du banquier sur la durée de vie d'une commune ou disons d'une famille, 50 ans, si vous faites le jeu du banquier, seulement à 10%, les cartes de crédit, la Visa et tout, elles sont près de 20%. À 10%, si vous faites le jeu du banquier, ce que le banquier veut, parce qu'il ne veut pas que vous remboursiez l'argent, parce qu'il détruit l'argent quand vous remboursez. Donc si vous faites le jeu du banquier, vous payez 117 fois la chose sur 50 ans, la durée de vie d'une famille. 117 fois qu'à 10%. Puis attention, en Grèce, on monte les taux, en Afrique, on monte les taux. Aux États-Unis, le prime rate était à 21-22% sous Carter, le marchand de cacahuètes. Alors, dites-vous bien une chose. Quelqu'un a dit on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. C'est faux. On nous a menti à tout le monde et depuis longtemps. Donc, on nous ment. Alors, le système, c'est un nouveau système monnaie pleine et on lutte contre une forme d'usure vorace. Hein, parce que cette usure, elle est présente dans toutes les transactions avec la monnaie créée du néant actuel. Toute la monnaie, on peut dire, quasiment toute la monnaie qui circule dans le monde actuellement est une monnaie à usure, vorace, terrible. Par exemple, on a calculé le taux d'intérêt réellement payé par le peuple canadien sur ses dettes. Pensez à un chiffre, taux d'intérêt réel que les Canadiens payent sur leurs dettes publiques. Pensez à un chiffre. La réalité, personne ne l'aura pensé si vous ne le saviez pas, c'est plus de 1000%. 1000% sur les dettes publiques canadiennes. Au Canada, il n'y a pas de limite sur la création monétaire. Dans la loi, il n'y en a plus. Nous, en Suisse, on a encore une petite limite. Bon, voilà. Les questions. Donc je suis un argent double au service des banquiers. Pour m'obtenir, vous vendez votre travail aux banquiers. À cause de moi, vous vous vendez vous-même. C'est quasiment un esclavage. Le travail, c'est plus un noble travail. On est maître de son travail. Mais le travailleur, on parlait des working poor, mais quasiment tout le monde travaille en Suisse. C'est des horaires déments. Le papa, la maman, les deux doivent travailler. Ils partent tôt le matin, ils ne rentrent pas à midi. Ils rentrent tard le soir à la maison. Les enfants, ils ont le frigo devant eux avec des messages écrits dessus. Les gens sont devant la télévision, il y a une perte d'humanité colossale par une pression de stress, de vol du temps, parce qu'on nous vole du temps. Il faut aussi savoir que ce système de taux d'intérêt composé, ça vous vole des heures chaque jour. Au Moyen-Âge, la moitié de l'année quasiment était chômée. Les gens faisaient de la fête, des fêtes patronales, quasiment la moitié de l'année. Maintenant, on a une productivité colossale avec l'énergie, l'électricité, les machines, les robots et tout. Elle est partie où, cette productivité? Elle nous a été volée par le système financier. Volée. Donc, pour m'obtenir, vous vendez votre travail au banquier. À cause de moi, vous vous vendez. Pour vous, c'est presque trop tard. Moi, je dis non, c'est pas trop tard. Grâce à l'initiative Monnaie Pleine, on peut changer le paradigme. Au moins, libérer vos enfants. Complètement déraisonnable. Ils achètent les journaux, ils achètent les télévisions, ils achètent les philosophes, ils achètent tous les manipulateurs, les spin docteurs, ils achètent les intelligences, ils achètent les écoles, ils font les programmes d'école. Les enfants sont déformés. Mais j'ai été déformé avec le petit cochon depuis tout petit. Pour faire mon épargne, je devais apporter mon petit cochon à la banque, mais mes parents m'ont déformé complètement. Et puis non, mais on est déformés tous autant qu'on est ici. On est tous déformés. Et je crois même, on a de la peine à comprendre ce que ça veut dire. Moi, je dis, on est comme sur un radeau, sur un lac d'eau potable. Tout le monde nous a persuadé que l'eau n'est pas potable. On doit acheter très cher de l'eau, alors qu'on n'a qu'à se baisser et boire de l'eau du lac. Et le pire du tout, c'est qu'avec les intérêts qu'on rembourse, qui est du vrai argent. Et le pire du tout, c'est quoi? Alors le pire, c'est que donc. Les intérêts qu'on rembourse, qui sont, eux, du vrai argent, de notre travail, ceux-là, ils les mettent de côté en achetant de l'or et ils mettent ça dans des coffres. Ils achètent tout le réel. Vous savez, les États-Unis, maintenant, ils achètent des pans entiers de l'industrie française avec de la monnaie de singe. Je vous ai montré les images, ces billets de banque par rapport au building aux États-Unis. Ils achètent et ils licencient. Et on se trouve... Maintenant, c'est encore... Vous savez, on m'a coupé le sifflet quand j'ai dit ça à la télévision. Ils n'ont pas voulu que je le dise. Le type s'est levé, il avait l'oreillette qui est tombée de son oreille. Il a reçu un ordre dans l'oreillette par le manipulateur, qu'on ne sait même pas qui c'est, qui est caché dans un bureau. Ce que je disais, c'est que maintenant, vous avez M1, M2, M3. Ce qui est important en industrie, c'est M3. La troisième masse monétaire, qui est essentiellement la monnaie prêtée aux PME, petites et moyennes entreprises. En Italie, 0. C'est en train de descendre à 0. Quand ils ont caché le chiffre M3 aux États-Unis, j'ai cru qu'ils allaient cacher une croissance de M3.
Non, ils ont caché la statistique M3 pour cacher le fait qu'ils allaient exiger le remboursement des crédits aux PME pour couler les PME, pour concentrer tout le business dans des grands multinationales et licencier des milliers de personnes dans le monde entier. On en est là. C'est voulu. Là, ils m'ont coupé le sifflet, publicité, soi-disant. Je vais vous dire une chose très intéressante. L'Église catholique a étudié ce sujet depuis des siècles, moralistes, philosophes, les meilleurs du monde, et ils ont sorti un texte de 4 pages qui s'appelle Vix Pervenit. En latin, Vix, ça veut dire aussitôt que vous en entendez parler, Pervenit, ça vient à votre oreille, il faut la mettre en action. Ce texte de 4 pages a été détruit dans le monde entier. Il figurait même plus dans les catalogues des bibliothèques. Nous l'avons retrouvé grâce à un ami protestant dans le canton de Vaud. Il l'a trouvé dans une bibliothèque protestante. Ils avaient oublié de le détruire dans cette bibliothèque protestante. On l'a trouvé en latin, on a dû le traduire en français, on a demandé à plusieurs amis de le faire. 4 pages. Vix Pervenit. C'est comme Da Vinci Code, mais une vraie histoire. Ce document a été détruit dans le monde entier. Maintenant, vous pouvez le trouver sur Internet. Vix Pervenit. V-I-X Pervenit. Pervenit. Et ces 4 pages qui expliquent la moralité, l'immoralité. En gros, qu'est-ce que c'est qu'un bon contrat dans le business? 4 pages. Ça a été détruit dans le monde entier. Dites-moi pourquoi quelqu'un ou une organisation ou des personnes sont allées dans toutes les bibliothèques catholiques du monde, à Saint-Maurice, à Saint-Gall, au Vatican. Le texte a disparu du Vatican. J'avais un ami prêtre polonais du temps de Jean-Paul II. Je vais le trouver, pas de problème. Il avait disparu du Vatican, Vix Pervenit. 4 pages. Lisez ces 4 pages. J'aurai toutes les réponses à vos questions. In the Middle Age, European people were working half the year. They had no computer, no robots, no electricity, very little machines, only a few mills. And they were working only half the year. The rest of the year they could sing, they could have music, glass-tinted, cathedral, artistic life, and so on and so on. And now we have robots, we have machines, we have computers, we have electricity. What do we do with this productivity? Where this productivity is going? A German economist made a study. If you don't have the interest rate in the economy, you save at least 3 hours every day for every citizen. You have your flat or your house 77% bigger. Everything costs nearly half the prices, and so on, just because of the interest rate. Then it's like an idol, the interest rate. We cannot. Charlemagne, the big Karl der Große, Carolus Magnus, the big emperor of Europe, made a law the 23rd March 789. He made a law all over Europe: no usury in my imperium. And the King of France kept that to the Revolution. In the year 1789, exactly 1,000 years later, the first thing they made, introduction of the interest rate in France. That means the Kingdom of France, from Carolus Magnus up to Louis XVI, could live without any interest rate, and France was the richest kingdom of the world. Everybody wanted to be French. You had the culture, the music, the theater, the writers, the artists. It was the douce France, the sweet French France. Everybody was willing to speak French. 1,000 years without interest rate. And now we say it's not possible to live without interest rate. Why? Maintenant, pourquoi fait-on l'unité, disons, africaine? Moi, je crois que ces choses-là, si on comprend bien un peu le passé, on a eu 5 siècles, je dis bien 5 siècles d'esclavage. On a détruit l'Afrique, pas de population, etc. Mais on renaît. On a détruit les sociétés, on a fait la colonie belge ici, colonie française, colonie allemande, colonie. On était propriétaires d'autrui. Ils ont pris les choses dans leur musée, ils ont tout fait. Ils ont pris comme moins de rien, les nègres, ça ne valait rien. On a souffert tous ensemble du colonialisme occidental. On a souffert tous ensemble de la rapacité de l'Occident. Ils ne veulent jamais nous lâcher. Ils créent les banques mondiales, ils font les aides. Moi, je n'ai jamais bien pu se développer avec des aides.
qui aide la Chine, qui aide les États-Unis, qui aide la Belgique, les aides. On va vous appuyer. Appuyer pourquoi, hein? Et on appuie comment? Bon, maintenant c'est accompagnement. On veut des accompagnements. Qui accompagne les États-Unis? Qui accompagne la Chine? Qui accompagne l'Allemagne? Et nous, il faut des accompagnements, des séminaires bidons qui les font fructifier, etc. Donc on nous berne toujours avec le vocabulaire, les concepts d'émergence, développement durable. Mais si un développement ne dure pas, il n'est plus un développement. Il doit durer, il est automatiquement durable, pas la peine de faire la redondance. Donc je fais un développement qui n'est pas durable et j'appelle ça développement. Non, un développement doit durer et pour ajouter développement durable. Est-ce que Trump parle de développement durable? On parle de développement. Les Chinois parlent de développement durable. Non, nous nous embrouillons développement durable, etc. On dit faites les appuis, on va vous appuyer, on va vous accompagner. Donc tu es là, je t'accompagne. Mais je t'accompagne en faisant quoi? Donc finalement, si nous faisons l'État fédéral, c'est pour la sécurité et la protection du peuple africain. Parce qu'on peut nous atteindre de tous les points. Il faut la protection et la sécurité du peuple, la première mission. La deuxième mission, c'est de faire contrôler les richesses, les matières premières, les richesses maritimes, géologiques, minières, forestières, en faveur des peuples africains. Ce qui signifie les administrateurs, les ministres, les présidents, il faut les gâter pour qu'ils ne volent plus. Mais si il n'y a pas de corruption, il y a la loi, etc., est strict pour le peuple africain, pour la jeunesse africaine. Ensuite, créer des grands centres, des grandes universités que vous mélangez. Vous êtes africain, vous êtes chez vous. Vous faites la licence ici à Kinshasa. Vous faites votre master degré au Kenya, le même système. Vous faites votre PhD au Ghana, c'est le même système. Nous sommes africains, nous ne sommes pas francophones, anglophones, lusophones, hispanophones. Nous sommes africains, parlant toutes ces langues-là, pour avec notre conscience, etc. Il veut faire aussi, lancer les grands travaux architecturaux, de l'agriculture, la pêche, l'élevage, à grande échelle pour nourrir l'Afrique, etc. Pour nous faire la mer, contrôler l'océan, c'est très important. On ne peut pas laisser la mer à un seul individu qui a tous les ports de l'Afrique. L'import, l'export, c'est les privés africains, l'État africain doit faire ces choses-là. Et ensuite coopérer avec tous les autres. On n'est pas égoïste, on coopère, on travaille avec les autres, mais en toute liberté, en sauvegardant nos intérêts. Je crois que les perspectives sont lancées, c'est clair, vous connaissez ces choses-là. On vous enseigne ces choses-là. On fait que répéter, vous les connaissez, etc. Ça peut permettre un échange, un débat. Ce qu'a dit le professeur Jean-Emmanuel Pondy, et puis, etc. Vous connaissez ces choses-là. Vous avez lu, vous êtes grands, vous êtes des jeunes, pas des jeunes intellectuels, donc ils connaissent ces choses-là. Mais c'est un échange de points de vue, parce que nous sommes, il y a des problèmes à résoudre, des problèmes importants à résoudre, à faire pour nous qui sommes présents, et pour les jeunes qui viendront après vous, et pour ainsi de suite. Parce qu'il faut le faire, et il y a une dignité, à faire ce qu'on a à faire ici sur Terre. Je vous remercie.